Marie-Hélène Lafont. Vache. Les vaches vivent en troupe, on dit troupeau. La chose, quand les portes de l'étable s'ouvrent au premier soleil, tient de la bande d'écolières échappées du pensionnat. Les bêtes lourdes d'abord caracolent, primes sautières, rendues à la griserie brutale de l'air, le corps délivré. La gourme d'hiver jetée, les vaches rentrent dans le rang, égrenant leur nonchalance balancée au long des sentiers creusés du pré à l'étable, de l'étable au pré, dans la patience des années recommencées. On dirait parfois la cohorte, traversée de sombres complots, de machinations ourdies, d'alliances nouées et dénouées. Comme les revues de femmes empanachées des cabarets parisiens, la troupe a ses meneuses. Certaines vaches vont au taureau et en conçoivent des veaux. C'est toute une affaire. Celles-là ont peut-être de la chance. On dirait que ces vaches qui ne sont pas inséminées par un technicien artificiel ont une vie sexuelle officielle et régulière. Et publique. La vie sexuelle des vaches n'est pas interdite aux enfants. Ils ont le droit de regarder. La vache n'est pas expressive pendant l'acte, le taureau non plus. Parfois, les hommes et les femmes propriétaires des bêtes regardent aussi et rient ou font des commentaires que les enfants rumineront. Ensuite, les enfants du Cantal jouent à la vache et au taureau et on s'étonne. Les vaches émettent de tonitruants jets de pisse dorée, des bordées de déjections fumantes et de puissants sons, sourds, presque pathétiques, platement nommés mugissements ou meuglements. Elles ont l'air de souffrir quand elles meuglent. On préférerait qu'elles s'abstiennent, qu'elles se contentent de souffler en grosses bouffées tièdes, de soupirer, de ronchonner vaguement en remuant leur tête lourde, comme les vaches au cou articulé que l'on achète au Puy-Marie, où sont aussi vendues de tristes boîtes à meugler. Mes vaches sont rouges, ou rousses, ou feu. Elles ont le feu. Et leur front est garni de cornes lyriques. Enfin, mes vaches, les vraies vaches sont comme ça. J'entends par là que les autres vaches ont aussi le droit d'être des vaches, et considérées comme telles par de très nombreuses personnes qui ne sont pas de près ou de loin du Cantal. Mais, donc les vraies vaches seraient des salaires ou des aubracs. Mais les autres vaches ont aussi le droit d'eux. Bon, tu l'as déjà dit, n'insiste pas, c'est de mauvais goût, ça suffit. Les vaches sont malades. Elles ont des mammites, des problèmes de ventre, de pieds, de délivrance. On fait venir le vétérinaire, qui palpe la bête et tourne autour d'elle, et parfois plonge en elle le bras jusqu'à la selle pour en avoir le cœur net, et ça coûte cher. Les vaches portent sonnailles. C'est la première musique, dans la nuit. Ça ne s'oublie pas. Les vaches ont des yeux, surtout, immenses, mouillés. Les vaches ruminent. Moi aussi. Cochon. On le tue. D'abord, on le tue. Il existe pour être tué, il n'a pas d'autre histoire. C'est prévu, on ne s'attendrit point, on n'y songe même pas. Le cochon va à la tuerie comme la vache au taureau et la cruche à l'eau. Le cochon naît rose et charmant, dans une portée remuante, nombreuse et non moins rose. Il est gracile, long de museau, sa peau est parfaite. Il tournicote, sa queue tire-bouchonne, tandis qu'il s'affaire aux mamelles gonflées. Le plus souvent dans le Cantal, le cochon est reclus, on le cache, on le tient serré, nourri au petit lait, engraissé au secret de la loge noire, tapi derrière les tables ou la laiterie. Il ne connaît pas l'ivresse corse de la liberté, des chemins, des sous-bois parfumés. Il se contente de peu. Il patauge et fouaille et se venge par bouffées de miasmes lourds. Il est tué par les hommes qui sont plusieurs et l'empoignent et l'entravent et l'assomment et le trouent et le grillent et le bouchonnent et le rincent et le fendent en deux dans le sens de la longueur. Il crie. Le cochon crie. Les femmes ont recueilli son sang. Une fois mort, très très mort, le cochon découpé en quartiers tièdes appartient aux femmes. Il devient leur chose, viande crue entre leurs mains diligentes, expertes, avisées, inspirées. C'est le précieux moment d'hiver, l'heure grande de l'apothéose charcutière du cochon fermier. Pâté de foie, Pâté de tête, saucisses, saucisson, gratons, friton, groutous et terrines, boudin, rôtis, filet mignon, jambon, côte, côtelettes, lard maigre. lard gras. Rien n'est perdu, tout devient. Ça sent fort.
Le café est au chaud sur le coin de la cuisinière. On écarte les importuns, les enfants petits et les chats, et de trancher le corps ceint de vastes tabliers, de presser, de mouliner, de hacher menu. On tâte, on saupoudre, on malaxe, on pèse de l'œil, on sait. Ensuite, Suspendu, séché, fumé, salé, partagé, offert, mis en potée, cerné de pommes de terre relevé de cornichons, ou de moutarde, couronné de persil, tartiné, transporté, espéré, envoyé à Paris, attendu. arrivé à bon port. Le cochon se réincarne. Ensuite, au commencement, Dieu créa le chat à son image. Et bien entendu, il trouva que c'était bien. Et c'était bien d'ailleurs. Mais le chat était paresseux, il ne voulait rien faire. Alors, plus tard, après quelques millénaires, Dieu créa l'homme, uniquement dans le but de servir le chat, de lui servir d'esclave jusqu'à la fin des temps. Au chat, il avait donné l'indolence et la lucidité. À l'homme, il donna la névrose, le don du bricolage et la passion du travail. L'homme s'en donna à cœur joie. Au cours des siècles, il édifia toute une civilisation basée sur l'invention, la production, la consommation intensive. Civilisation qui n'avait en réalité qu'un seul but secret, offrir au chat le confort, le gîte et le couvert. C'est dire que l'homme inventa des millions d'objets inutiles, généralement absurdes. Tout cela pour produire parallèlement les quelques objets indispensables au bien-être du chat, le radiateur, le coussin, le bol, le plat à sûre, le pêcheur breton, le tapis, la moquette, le panier d'osier, et peut-être aussi la radio, puisque les chats aiment la musique. Mais de tout cela, les hommes ne savent rien. Béni soit-il, et ils croient l'être. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes des chats. Jacques Sternberg. Les chats sont de sales bestioles qui lacèrent les fauteuils et font pipi au milieu des salons. Après quoi, ils vont s'établir sur les genoux d'une dame respectable, une présidente de confrérie, une grand-mère de parents d'élèves, une lauréate de jeux floraux infiniment maigre et savante. Tel est l'avis de plusieurs personnes autorisées. Ce sont des choses qu'on ne permettrait même pas à un vieux général en retraite tout couvert de décorations, ou au premier vicaire d'une paroisse distinguée, à un igame, à un banquier utile, à un diplomate en fonction. Et que font les dames? Elles disent « minou ». On voit par là combien le mal est profond. Les chats montent ensuite sur les toits où ils font le sabbat toute la nuit avec des cris affreux d'enfants qu'on assassine. Quand le pharmacien les attrape, il les pèle et garde la peau. Il donne le reste à un restaurateur. Il tend la peau sur une planchette en bois, il la fixe avec 4 épingles, il la tanne et en fait des plastrons contre le froid. Il les expose dans sa vitrine. On se les attache autour du cou par le moyen des pattes de devant. Si elles sont un peu courtes, on y ajoute du ruban ou de l'élastique marron qu'on trouve chez la mercière. C'est tout le secret des grandes coquettes qui redoutent le rhume de cerveau. On peut donc, à certains égards, voir dans le chat un oiseau utile. Dieu l'a fait dans sa grande bonté pour que l'homme puisse caresser le tigre. Le chat est un tigre d'appartement. Il est élastique et feutré, soyeux, griffu, plein d'électricité statique. Il se compose, assure un écolier, de 2 pattes de devant, de 2 pattes de derrière et de 2 pattes de chaque côté. Derrière lui, il a une queue qui devient de plus en plus petite et puis au bout, il n'y a plus rien. Baudelaire voyait dans le chat le compagnon naturel des amoureux fervents et des savants austères. Surtout la nuit, il vient s'asseoir sur leur bureau. Les amoureux fervents font des lettres d'amour et les savants austères observent les têtards. De temps en temps, il passe la main sur le dos du chat, il en sort des étincelles bleues. Léoto a eu 300 chats. À Saint-Germain-des-Prés, une vieille dame en promène une bonne vingtaine dans une voiture d'enfants et un en laisse avec une corde qui l'étrangle. Elle s'assied sur un banc et les passe à l'alcool. Les chats perdus se réunissent à Montmartre. Une demoiselle âgée leur apporte à goûter, devant le Sacré-Cœur. Ils mangent, ils regardent Paris avec sa brume et ses cheminées, puis ils s'en vont et ils reviennent pour le dîner.
On voit par là qu'ils aiment les grands panoramas, mais ils n'adorent pas moins les caves. Sur les bateaux, ils voyagent dans les soutes. Dans la marine à voile, on ne pouvait pas partir tant que le chat n'était pas à bord. C'était interdit par Colbert. Il dératisait les navires. Les chats sont très dangereux pour l'homme. Thérèse Marnet, de la Comédie Française, Thérèse Marnet avait perdu son chat. On l'aperçut au sommet d'un arbre. Il n'osait plus redescendre, il était affolé. Je grimpais jusqu'aux plus hautes branches. Malheureusement, elle devenait de plus en plus mince et, au bout, il n'y avait plus rien. Et pendant ce temps, le propriétaire du végétal, oublieux du contexte humain, sciait l'arbre au ras du sol en désespoir de cause afin que le chat pût atterrir sans se déranger. On croit généralement qu'un arbre s'affaisse du côté où il penche. C'est une erreur. Il tombe du côté où l'on se trouve. Et c'est ainsi qu'Allah est grand. Alexandre Vialat. À ce moment-là de l'histoire, je me trouvais dans ce qu'on appelait la dépense, dans la petite maison. J'étais seule. J'attendais Michel Porte qui avait fait un film sur moi. Et tout à coup, j'ai vu et entendu à ras du mur, très près de moi, les dernières minutes de la vie d'une mouche ordinaire. Je me suis assise par terre pour ne pas l'effrayer. Je n'ai plus bougé. Je n'avais jamais pensé aux mouches jusque-là, sauf sans doute pour les maudire, comme vous. J'ai été élevée comme vous dans l'horreur de cette calamité du monde entier, celle qui a mené la peste et le choléra. Je me suis approchée pour la regarder mourir. Elle voulait échapper au mur où elle risquait d'être prisonnière du sable et du ciment qui se déposaient avec l'humidité du parc. J'ai regardé comment une mouche s'amourait. Ça a été long. Ça a peut-être duré entre 10 et 15 minutes et puis ça s'est arrêté. La vie avait dû s'arrêter. La mouche est restée contre le mur, comme scellée à lui. Je me trompais. Elle était encore vivante. Je suis restée là, à la regarder, dans l'espoir qu'elle allait recommencer à espérer, à vivre. Ma présence faisait cette mort plus atroce encore. Je le savais et je suis restée, pour voir. Voir comment cette mort, progressivement, envahirait la mouche. De quelle nuit elle venait, de la terre ou du ciel, des forêts proches, de moi peut-être, qui essayait de retrouver les trajets de la mouche en train de passer dans l'éternité. La mort d'une mouche, c'est la mort. On voit mourir un chien, on voit mourir un cheval et on dit quelque chose. Par exemple, pauvre bête. Mais qu'une mouche meure, on ne dit rien, on ne consigne pas rien. Maintenant, c'est écrit. La précision de l'heure de la mort renvoie à la coexistence avec l'homme, avec les peuples colonisés, avec la masse fabuleuse des inconnus du monde, les gens seuls, ceux de la solitude universelle. Elle est partout, la vie, de la bactérie à l'éléphant, de la terre aux cieux divins ou déjà morts. Ce que je savais encore, ce que je voyais, c'est que la mouche savait déjà que cette glace qui la traversait, c'était la mort. C'était ça le plus effrayant, le plus inattendu. Elle savait et elle acceptait. Au moment où moi je la regardais, il a été tout à coup 3h20 de l'après-midi et des poussières. Le bruit des élytres a cessé. La mouche était morte, cette reine noire et bleue. Quand Michel Porte est arrivé, je lui ai montré l'endroit et je lui ai dit qu'une mouche était morte, là, à 3h20. Michel Porte a ri beaucoup. Elle a eu un fou rire. Voilà, c'est tout. Marguerite Duras, la mouche. Alexandre Vialat, l'éléphant. L'éléphant est considérable. Il ressemble à un dieu par la trompe, par l'œil au général de Gaulle et par les bas à la folle de Chaillot. Il date de la plus haute antiquité.
L'éléphant se compose en gros d'une trompe, qui lui sert à se doucher, d'ivoire dont on fait des statuettes, et de 4 pieds dont on tire des porte-parapluies. Dieu l'a fait gris, dit Bernardin de Saint-Pierre, pour qu'on ne le confonde pas avec la fraise des bois. Jean Giraudoux, combat avec l'ange. Baba ne reconnaissait pas Madame. Madame, qui d'habitude participait à tous ces jeux, s'était mise à refuser d'admettre l'existence de son éléphant. Il s'agissait du petit éléphant vivant qu'on lui avait promis pour sa fête, au cas où elle serait dans les 5 premières en morale, et qu'on lui avait naturellement refusé à échéance en remplaçant l'animal entier par un bracelet en poil de sa queue. Cela portait bonheur, paraît-il, comme s'il pouvait être d'autre bonheur que d'avoir un petit éléphant gros comme un chien. À cette injustice, Baba avait trouvé une autre solution que le désespoir. Elle avait décidé de faire comme si on lui avait donné l'éléphant. Pour se venger, elle avait même jeté son choix non sur un petit éléphant d'Asie, mais sur un adulte africain. Étant donné la hauteur du plafond, cette variété pouvait à la rigueur tenir dans l'appartement. Elle présentait évidemment plus d'inconvénients que la race naine. Il ne fallait pas compter, par exemple, pouvoir faire monter l'éléphant par l'escalier de service. Et Baba, quand lui venait l'idée de jouer avec lui, devait se glisser jusqu'à la grande porte pour ouvrir à la bête énorme, mais qui arrivait, tant elle était intelligente, à monter au 3e sans qu'on perçût un craquement. Madame avait d'abord été très gentille. Elle avait accepté la fiction sans la discuter. Elle avait permis à Baba d'aller baigner l'éléphant tous les jeudis dans le lac du Bois. On l'attachait derrière le taxi et il le suivait à n'importe quelle allure. Il se retenait même pour ne pas le dépasser. Parfois le taxi sautait en l'air. C'est l'éléphant qui, sans le vouloir, levait la tête. Madame avait même donné la soie pour la selle du palanquin et un pot de crème Simon, souverain contre les piqûres de cobra, qui pullulaient présentement aux environs de l'office. Chaque matin, Madame prenait affectueusement de ses nouvelles. Le jour où il avait perdu une défense dans sa lutte contre le rhinocéros du jardin des plantes, Madame avait consenti à ce que Baba l'emmenât chez le dentiste, d'où Baba était revenu avec sa dernière dent de lait en moins et l'éléphant avec une défense d'or massif en plus. Or, depuis 1 semaine, l'éléphant irritait Madame. Elle ne disait même pas comme autrefois, quand Baba arrivait à l'improviste dans le cabinet de toilette, « Fiche-moi le camp avec ton éléphant, il m'a marché sur le pied. » ou quand Baba forçait un tigre dans la lingerie. « Si ton éléphant a le malheur de pénétrer encore dans l'armoire du linge de table, nous le donnons au muséum. » Phrase qui suffisait à effrayer Baba et à amener un silence relatif de sa part et complet de la part de l'éléphant. Non, Madame affectait maintenant de traiter Baba à la légère, sans tenir compte de la présence près d'elle d'un pachyderme dévoué jusqu'à la mort. Et si la suspension se mettait à balancer soudain, effleurée par une des gigantesques oreilles, c'est Baba qui prenait la gifle. Madame interdisait que Baba allât seul à l'école. Et à la sortie du cours, ce n'était plus la silhouette de l'éléphant que Baba voyait surgir à l'angle de la rue du Frénois et de la rue de Montevideo, tendant un petit pain au raisin du bout de la trompe, mais celle du concierge. Cela changeait complètement la vie. Bref, Madame, qui jusqu'ici voyait et entendait comme Baba, était devenue ce que sont toutes les autres personnes, c'est-à-dire aveugle, sourde. Alexandre Vialat, le chien. Que serait l'homme sans le chien ? On n'ose pas y penser. Le chien étant l'ami de l'homme n'aurait plus d'amis. L'aveugle tâtonnerait en vain au bord de la rue à traverser. Le voyageur périrait dans la neige, sur les pentes du mont Saint-Bernard, sans avoir bu le rhum des bons pères. Nous ne verrions plus dans les cirques le barbet jouer au domino, lire le journal et compter jusqu'à 12. Les jeunes enfants désorientés seraient obligés d'attacher les casseroles à la queue du tigre royal. Les cousins pauvres entreraient sans vergogne dans la villa du cousin riche. Il n'y aurait plus de saine distraction, plus de tranquillité, plus de police, plus de plaisanterie, plus d'amitié. Avec le chien, tout change. Il suffit d'une pancarte sur laquelle on met « chien méchant » et la famille peut se battre en paix sans intervention extérieure. Mais l'inscription commence à se démonétiser.
Les raffinés maintenant chien cruel et les psychologues chien douteux. Le chien douteux fait plus sérieux que les autres. On sait qu'il a été testé. Il est une heure à la tombée du jour particulièrement émouvante. C'est l'heure du chien. Douce en été au soleil couchant, noir et glacial au mois de décembre. On voit alors sur les trottoirs les chiens de Paris promener leur maître. De frêles jeunes filles, des dames en noir, des messieurs barbus, des femmes de chambre portugaises, des personnages considérables décorés du ruban de la Légion d'honneur. De temps en temps, le chien s'arrête au pied d'un marronnier, s'accroupit et regarde dans le vide, le front convulsé par l'effort. Son maître, à l'autre bout de la laisse, regarde ailleurs, d'un air pensif mais détaché. Il s'efforce à garder une attitude mondaine. Et c'est ainsi qu'Allah est grand. Le savant. Si le savant connaît de mieux en mieux les animaux, c'est grâce à d'affreuses expériences. Aussi faut-il encourager vivement le goût répugnant des vieilles dames de caresser des chiens galeux. Le besoin dépravé des enfants de faire fumer au crapaud des cigarettes gitanes et d'arracher les pattes des mouches. La sale passion des collégiens qui traînent des vipères dans leurs poches et qui élèvent des insectes noirs dans des boîtes à cigares ornées de toréadors. Qui tranchent des vers, qui ouvrent des rats. Un jour, ils couperont des gros chiens sur des tables ripollinées, de vrais chiens vivants, des Saint-Bernard, des Danois en pleine force. Ils piqueront des papillons à pois sur des bouchons avec une étiquette. Ils chloroformeront les goujons de Seine-et-Marne pour prendre leur empreinte dans le plâtre avant de leur injecter du cyanure de potassium. Ils souffleront, pour les gonfler, dans des chenilles avec une paille. Ils boucheront avec du sparadrap les yeux du serpent à lunettes. En un mot, ils feront de la science. Et grâce à eux, on connaîtra mieux le rat, ou le cloporte, ou la vipère, c'est-à-dire l'homme au bout du compte en général. Mais ne le connaît-on pas assez? Et ils auront leur statut dans des squares. Résumons-nous. Apprends le chacal, dit un vieux proverbe bantou. Apprends le chacal, tu sauras l'homme. Tant pis pour l'homme. Et c'est ainsi qu'Allah est grand. Alexandre Vialat. Procès criminel intenté aux animaux. On a vu jadis des juges citer à leurs tribunaux des escargots, des chenilles, des cochons et autres animaux accusés de quelque crime ou délit. Il y eut un procès intenté contre les hannetons à Beaune, des poursuites judiciaires contre les limaçons à Mâcon en 1488 et contre les rats à Autun à la même époque. Joyce Ormand, Histoire du cochon tueur. C'est un cochon irascible, lunatique et brutal. À la naissance, il est le seul survivant d'une portée de 6. Sa mère, truie prise de démence, dévore ses 5 frères et sœurs sous ses yeux. Un matin, alors que le cochon devenu grand vagabonde dans les rues du village, à la recherche de détritus, un garçon de 4 ans vient à passer, le dernier fils d'une famille fortunée du village. L'animal se jette sur l'enfant, lui dévore les oreilles et s'enfuit. Le jeune garçon ne survivra pas à ses blessures. Tous les paysans du village sont réquisitionnés. On organise une battue dans la campagne alentour. On finit par identifier les empreintes de l'animal sur le chemin boueux d'un sous-bois. On le traque, on le retrouve et on l'appréhende. L'animal est ligoté, puis transporté dans une brouette jusqu'au village. On le met au cachot, enfermé selon le régime réglementaire, c'est-à-dire paille, eau et pain. Un avocat lui est commis d'office. Il a la lourde responsabilité d'expliquer son acte barbare et de lui trouver des circonstances atténuantes. L'infanticide originel suffira-t-il à obtenir la clémence des juges ? Le mauvais caractère de cet animal est connu de tous, on le sait impulsif, versatile. Le propriétaire interrogé ne peut que confirmer cette réputation. Le cochon reste enfermé 3 semaines. Il cohabite avec les rats dans l'humidité rance de sa prison. Sa paille n'est jamais changée. Le pain sec lui donne des aigreurs d'estomac. La lumière du jour filtre à peine à travers une lucarne encrassée. 3 semaines, c'est le temps nécessaire pour établir la culpabilité du cochon. Le procureur le visite plusieurs fois pendant sa détention, espérant obtenir des aveux. Mais le cochon garde obstinément le silence. On le met à la torture, rien n'y fait.
Les tenailles brûlantes fixées de chaque côté de sa tête ne lui arrachent que des grognements de douleur. Le jour du procès, tout le village se presse dans la salle d'audience. Le porc se tient à quatre pattes dans le box des accusés. Il est vêtu d'une culotte bouffante grisâtre et d'une veste de grosse toile trouée. Le procureur s'adresse au cochon. « Lève-toi, cochon. Tout le monde ici connaît ton esprit fruste et tes manières barbares. Malheureusement, ce crime était prévisible. Qu'as-tu à dire pour ta défense ?» Silence têtu du cochon, dont les grouics inaudibles ne sont pas considérés comme des éléments de réponse. Comme prévu, les arguments de l'avocat, invoquant une enfance difficile marquée par un traumatisme indélébile, n'ont pas convaincu. Lecture est faite des actes d'accusation et de condamnation. Le porc homicide est condamné à être pendu. L'exécution doit avoir lieu dès le lendemain et tout le village est invité à y assister. Les paysans sont priés de venir accompagnés de leurs bêtes afin que celles-ci soient instruites de ce qui les attend si elles venaient à commettre pareil crime. Le cochon sera pendu pour l'exemple. À midi, l'animal est amené sur l'échafaud. Le propriétaire, condamné lui aussi à verser des dommages et intérêts à la famille, voit s'envoler une importante source de revenus. En effet, le cochon était bientôt destiné à la saignée et à la vente. Vêtu du même costume douteux qu'à son procès, la bête honnie est présentée à la foule. Le bourreau lui fend d'abord le groin d'un coup de hache inattendu, puis le couvre d'un masque à visage humain. Le porc est ensuite pendu par le cou. Mais l'épaisseur des muscles et de la graisse le protège de l'étouffement. La corde glisse sur cette armure de chair. L'animal est finalement suspendu par les pattes arrière, assommé puis égorgé. La foule applaudit à tout rompre. Les chapeaux volent. Les quelques cochons présents, blêmes, tétanisés, jettent des regards de détresse à leurs propriétaires insensibles, tandis que les poules, les chevaux et les lapins détournent pudiquement les yeux. Maurice Genevoix, le rat. Sale bête! Il y avait beaucoup de rats au magasin, et de toute espèce, des souris, des campagnols, des mulots. L'abondance des victuailles dans les caves, les greniers, quelle cocagne pour ces ronge-tout! Oh, sale bête! Mon oncle avait été, petit encore, la tendre victime d'un rat. J'ai entendu ma grand-mère raconter cet horrible et passionnant récit, maintes fois et sans variante, dans une version assez tragique pour être définitive. Il était dans son berceau. Il se plaignait tout doucement, comme ça, comme ça. À ce point juste, ma grand-mère vagissait. J'ai pensé, le voilà qui rêve, ce chérubin. Et je n'ai pas bougé, pauvre de moi. Heureusement, il commençait à parler un peu. Il était avancé pour son âge. Et il a dit, toujours sans crier, d'une toute petite voix plaintive, « Bobo, Bobo, oh !» Alors je n'ai fait qu'un bond, j'ai sauté du lit, j'ai couru. « Où, Bobo, pauvre bonhomme ?» Et lui, de sa même petite voix, « Peut-on, peut-on ?» J'ai fait voler ses couvertures. Et alors? Et alors? C'était l'instant des yeux écarquillés, du cœur battant. Alors, grand-mère... Un rat! Un rat! Un énorme rat noir qui m'a sauté droit au visage. Un rat, écoute-moi bien, qui lui avait mangé le pied. Tout le pied? Seulement le gros doigt. Tout entier? Seulement le petit bout pour y goûter. Elle soupirait, souriait, soupirait de nouveau. Mais imagine que je n'ai pas couru. Et enfin, avec dégoût... Oh, sale bête! Sale bête, les surmulots hirsutes d'un brun jaunâtre et souillé que nous ferions dans les cours du lycée à travers les grilles des égouts. Sale bête, les campagnols amphibies qui glissent sous les forêts de joncs, les narines juste à fleur d'eau. Sale bête! Maurice Genevoix, la truite. J'ai quelquefois pêché la truite. Je dis pêcher et d'égal à égal sans y mettre la moindre ironie. À nos astuces, à nos engins perfectionnés, les truites de nos rivières opposent une méfiance grandissante qu'il faut bien qualifier d'admirable. Sur l'Aigre, sur l'Avre, sur la Sauldre, tout au long de parcours naguère gaillards et fructueux, des pêcheurs hors de pair ont connu de plus en plus fréquente l'amertume de la bredouille. Ce n'est pas eux qui ont déchu, ce sont les truites qui ont fait des progrès. Je ne parle pas d'aujourd'hui, mais de plusieurs années en ça. Allons, c'est assez ronchonné.
Je veux dire et saluer ici ma dernière truite française, ma dernière belle, il va de soi. Un ami médecin, chirurgien, m'avait emmené sur ces berges au bord de l'Ègre. Ces hommes de bistouri, manuellement très habiles, sont souvent bons pêcheurs de truites. « Fais ce parcours, me dit celui-là, je te retrouverai au bout à l'avancée de ce petit bois. » Et il est parti de son côté. J'eus la chance de déceler à temps, à la frange d'un long banc d'herbe, des montées régulières, tranquilles, qui dénonçaient un occupant de poids. Mon premier lancer fut heureux, ma bouche fut prise sans barguigner. Après une lutte honorable, j'amenai à l'épuisette une truite superbe, glorieusement cuirassée, une saumonée nourrie de gamarre, les flancs frôlés d'irisations roses. Je n'en voulus point prendre d'autres. Quand mon vieux camarade me rejoignit, qu'il vit cette merveille dans l'herbe, il laissa déborder un enthousiasme et un plaisir qui me touchèrent au fond de mon cœur. « Je la connaissais !» criait-il. « C'est la plus belle, ma plus belle, et c'est toi qui l'as prise !» Il riait, me tapait sur l'épaule, revenait à la truite étincelante, sautillait de jubilation. C'était un vrai pêcheur, ombrageux, difficile et jaloux. À la spontanéité pure de sa joie, je mesurais, pêcheur moi aussi, son amitié. Cette truite l'illumine encore. Je la revois lourde et puissante, somptueuse et sauvage. Je n'en connais aucune d'aussi vraie, d'aussi belle au-delà du vrai. Ou une seule, celle qu'a peinte Gustave Courbet. Et pour finir, Ne prenez pas la mouche. montez sur vos grands chevaux, Mettez la puce à l'oreille. criez haro sur le baudet, Noyez le poisson. prenez le taureau par les cornes, Ne vendez pas la peau de l'ours. faites des yeux de merlan frits, Sautez du coq à l'âne. baillez aux corneilles, Laissez pisser le mérinos.